Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e fiscaloscopie où nous allons nous intéresser à un contenu qui t'est vendu sur Internet, en réalité à plusieurs contenus puisqu'on va voir un concept qu'on a déjà vu sur la chaîne, le concept de formation arabe, c'est-à-dire lorsque quelqu'un s'inspire du contenu d'une autre personne pour vendre la même chose. Alors imagine que lorsque la première personne qui vend la chose n'y connaît rien, que la deuxième personne qui le copie n'y connaît rien aussi. Ça ne fait pas, comme dans les mathématiques, un plus. Avant de commencer, on va rappeler pas d'insultes envers la personne ici, les personnes. On analyse factuellement une proposition à laquelle tu peux être confronté sur Internet, puisque ces personnes en font actuellement la promotion et activement. Et on va détailler pourquoi la solution qu'ils proposent n'est pas viable. Cette fiscaloscopie sera un peu plus longue que d'habitude. Je vais essayer de la garder courte car beaucoup de choses fausses sont dites et expliquées. Je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Ça va être un peu lourd, ça va être précis, mais tu auras, du moins je l'espère, la certitude à la fin. Je sais que la personne fiscaloscopée nous regarde. Je te salue au passage. Ne me remercie pas pour le coaching offert que je vais te faire au travers de ces fiscaloscopies et cette étude de cas. C'est entièrement offert, cela te permettra de mieux comprendre et je ne t'enverrai pas de facture. Si tu es client de ces solutions, je te recommande vivement de régulariser ta situation en sachant que tu as un délai, mais n'essaye surtout pas de t'amuser à faire l'autruche. Cela va se retourner contre toi. Également, on te rappelle que tu as dans la description le lien de notre Discord privé pour poser l'ensemble de tes questions et échanger avec la communauté, le lien de notre Telegram, ainsi que le lien à Expat Strategic Pro, un programme d'une valeur de près de 1 000 € qui est entièrement offert, où tu trouveras tous les pièges de l'expatriation et de la fiscalité internationale pour que tu comprennes le plus facilement possible. Cette fiscaloscopie, elle va se diviser en 3 parties. On va parler du montage et on va détailler le discours. On va regarder la deuxième personne proposant la même solution. Qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier? On verra une autre personne, mais dans les deux cas, qui de l'œuf ou la poule est sorti en premier, est arrivé en premier. Dans tous les cas, ça sort du même endroit et ça a la même odeur. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les choses que tu peux avoir pour les personnes qui ne nous suivront pas jusqu'à la fin. On va faire les rappels en matière fiscale. En matière fiscale, les impôts que tu vas frauder au travers de cette solution, tu devras les payer avec une pénalité de 80%, donc tu payeras quasiment le double. Mais ce n'est pas tout. Il y a également le risque de poursuite pénale à part, c'est du bonus. Et ça va jusqu'à 500 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement, sauf dans les cas suivants. Fait commis en bande organisée, tu n'es pas une bande organisée. Ouverture de compte, souscription de contrat auprès d'organismes établis à l'étranger, tu vas ouvrir un compte bancaire à l'étranger. Interposition de personnes ou société écran établie à l'étranger, ça tombe bien, on te propose de créer une société à l'étranger. Là, tu passes à 3 millions d'euros d'amende et 7 ans de prison. Donc, c'est nécessaire de le rappeler un peu à titre liminaire pour que tu aies conscience de ce que ça risque. Commençons immédiatement cette fiscaloscopie et on va regarder une première vidéo qui est relativement courte de 10 minutes présentant le système et on va commenter au fur et à mesure. 22% d'impôt maximum pour ton activité sans plafond en pouvant faire des frais, des charges, en ayant des amortissements pour ton activité. Ce qui va t'intéresser également, c'est que tu vas pouvoir avoir une couverture sociale et des cotisations retraite. Je vais te présenter un des modèles d'optimisation qu'on utilise assez fréquemment pour nos clients. Petit disclaimer, le modèle d'optimisation que je te présente, il n'est pas adaptable à tous, il n'est pas adaptable à toutes les activités. Je vais donc te partager un petit peu les différentes subtilités. Alors, on commence sur une promesse alléchante, on va la détailler, on va expliquer tout. Et si tu as des questions ou que tu connais la personne, nul besoin de mettre son nom dans les commentaires. Première question à se poser, premier point d'optimisation, est-ce que ton activité est décentralisée? Qu'est-ce qu'une activité décentralisée? Pour faire simple, une activité décentralisée, c'est une activité qui ne nécessite pas forcément que tu ailles chez ton client final. Je t'ai pris quelques exemples d'activités décentralisées. Si tu as une activité online, si tu as une activité en ligne, si tu as un travail en remote, si ton activité c'est du distanciel, si tu as un SaaS, si tu fais du e-commerce, si bien évidemment tu travailles dans le digital, si tu fais des prestations intellectuelles, si tu fais des prestations de services en tout cas en distanciel, ton activité sera dématérialisée, elle sera
sera décentralisée. Donc une activité décentralisée ne nécessite pas forcément que tu ailles chez ton client final. Et le pendant de ces activités décentralisées, l'inverse, tu l'as compris, c'est les activités centralisées. Une activité centralisée, c'est une activité qui nécessite que tu reçois ton client ou qui va nécessiter que tu ailles chez ton client final. Deux exemples, si tu as un restaurant, le client vient manger dans ton restaurant, c'est une activité centralisée. Deuxième exemple, si tu es dans le bâtiment, plomberie, électricité, maçonnerie, etc., ton activité nécessite que tu ailles chez ton client, c'est une activité centralisée. Donc là, le modèle que je vais te présenter, c'est pour les activités décentralisées. Bien évidemment, il y a d'autres stratégies. Alors, déjà, c'est très intéressant cette terminologie employée, parce que c'est le seul endroit où je l'ai entendu, sauf à un deuxième endroit, mais ça tombe bien, on en parlera juste après. Cette terminologie d'activité centralisée, décentralisée, d'un point de vue de taxation, cela ne change rien en soi, même si tes clients sont à l'étranger. On va, au travers de cette terminologie, s'adresser à une personne qui le comprend et qui se pose la même question sur des incompréhensions et qui vont se dire « Ah oui, je suis concerné par ça, oui, mon activité, elle est décentralisée. » Mais ça veut strictement rien dire. Il y a l'activité matérielle, l'activité immatérielle. Mais on va principalement, au travers de ça, viser les entrepreneurs du web où tu te sens concerné, où tu te dis « Ah ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'être... je peux mettre la société n'importe où. » Donc, la parfaite cible. On va viser les investisseurs. Il manque que l'agence OnlyFans, le SaaS. Mais visiblement, on vise toutes les personnes sur Internet. Il faut comprendre qu'en matière de fiscalité, cela ne change rien. Ce n'est pas le plus important ici, mais ça va être principal le lieu où tu diriges ton entreprise. Revenons à nos moutons. Qu'on peut mettre en place pour les activités centralisées. Deuxième question à se poser, quel type de structure on va utiliser? On va utiliser une domestique compagnie et une auto-entreprise. Une auto-entreprise, je te le rappelle, c'est une entreprise individuelle qui va être au régime micro-social et au régime micro-fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas payer un pourcentage de ton chiffre d'affaires pour tes cotisations sociales et pour ton impôt sur le revenu. On ne pourra pas avoir de frais, pas avoir de charges, pas d'amortissement. Ton imposition ne sera pas faite sur le bénéfice. Donc en entreprise individuelle au régime micro, on va payer un pourcentage pour tes cotisations sociales et ton impôt sur le revenu sur ton chiffre d'affaires. Et ensuite, la domestique compagnie, je t'invite à aller un petit peu sur la chaîne YouTube. Mais la domestique compagnie, c'est une société internationale, notamment une société mauricienne qu'on utilise très fréquemment pour faire de l'optimisation fiscale. Si un jour je trouve mieux que ces domestiques compagnies, je serai le premier à l'utiliser, déjà à titre personnel et ensuite pour nos clients. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour énormément de raisons, j'ai pas forcément trouvé mieux, plus facile, plus légal et surtout qui nous permet d'avoir une économie d'impôt que la domestique compagnie. Troisième point, je vais te développer un petit peu la domestique compagnie, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et surtout les points de vigilance à avoir lorsqu'on va te créer ton entreprise et notamment ta domestique compagnie. Alors, ce qui est intéressant, alors tu as micro-entreprise qui facture l'entreprise offshore à l'île Maurice. On rappelle qu'une entreprise offshore, parce qu'il y a d'autres contenus, j'essaierai de couper sa chaîne YouTube, ça ne sert à rien, mais une société offshore est une société incorporée dans un autre pays. Lui, il le compare à du forage offshore qui appartient à personne. Si tu trouves mieux, je peux te dire direct, hein, si tu veux rester dans la légalité, la SAS, car ouvrir une domestique pour être fiscalisé en France, ça n'a pas trop d'intérêt, surtout quand tu n'as pas Stripe. Impossibilité de lever la dette également. Donc, tu as les problèmes. Tu as les inconvénients de la France qui va être les impositions, mais sans en avoir les avantages. Des banques de merde à l'île Maurice qui te prennent des frais qui marchent très mal. Même ceux expatriés à l'île Maurice, ils n'en veulent pas des sociétés de l'île Maurice. Et j'adore également quand on dit quelque chose de plus légal. On va voir ça tout au long de cette fiscaloscopie. Revenons au contenu. Tu es résident fiscal français, il va falloir regarder la convention fiscale entre la France et entre l'île Maurice. Et il va falloir regarder un petit peu les textes de loi, les subtilités pour que tu sois imposé à l'île Maurice. Et une des premières notions, et si ce n'est la plus importante, c'est la notion d'établissement stable. Et donc pour que tu sois imposé sur les bénéfices sur ton entreprise à Maurice, il va falloir qu'on ait un établissement stable à Maurice pour respecter la convention fiscale qui va avoir la primauté entre les textes de loi français et les textes de loi mauriciens. Alors, ça c'est très important parce que la notion d'établissement stable est très importante, mais il y a une belle incompréhension, un beau raccourci. C'est en négation qu'il faut agir. En réalité, quand tu as une société dans un autre pays, pour qu'elle soit imposée dans ce pays, il ne faut pas qu'elle conduise ses activités au travers d'établissements stables situés dans d'autres pays. Car l'établissement stable est la façon de taxer une société étrangère. Pas avoir un établissement stable à l'île Maurice, ça ne change rien. Si tu n'as pas d'établissement stable ailleurs, que ta société à l'île Maurice n'a pas d'établissement stable ailleurs, elle ne pourra pas être taxée ailleurs qu'à l'île Maurice. Il faut
Euh, il faudrait raisonner profit, bénéfice des entreprises, qui te dit que les bénéfices d'une entreprise ne peuvent être taxés que dans le pays où cette société est incorporée. C'est juste après dans la convention fiscale, article 7 généralement, sauf si elle conduit son activité au travers d'un établissement stable dans un autre pays. Donc, essayer d'avoir un établissement stable à l'île Maurice, c'est... je suis désolé. Je vous rappelle, rappelez-vous les infractions, il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Mais ça montre une incompréhension assez dangereuse sur ça. En réalité, il faudrait le faire en sens inverse. Si tu veux qu'une SAS ne soit pas fiscalisée en France et à l'île Maurice, il faudrait que ta SAS ait un établissement stable à l'île Maurice. Les conventions fiscales ont effectivement la primauté. La primauté vient de l'article 55 de la Constitution. Vous m'avez déjà entendu le dire sur cette chaîne. J'en ai déjà parlé. Article 55 de la Constitution française et les traités internationaux ont une portée supérieure aux lois nationales. Mais attention, il y a également le principe de subsidiarité des conventions fiscales sur lequel on va venir à la fin, l'application subsidiaire. D'abord, on regarde le droit interne français. Et ensuite, on regarde la convention pour voir s'il y a quelque chose dans la convention qui empêche l'application du droit national. C'est comme ça que ça se marche. Mais on ne fonde pas une imposition à la seule vue de la convention fiscale. C'est important de le rappeler, mais ne vous inquiétez pas, on va l'expliquer à la fin. L'établissement stable, ça peut être énormément de choses. Ça peut être un siège de direction, un bureau, donc il va falloir respecter certaines normes pour qu'en tout cas, ton entreprise soit considérée établissement stable à Maurice. Et... Non, en fait, il ne faut pas que tu aies ça en France. C'est aussi simple que ça. Mais si toi, directeur de la société, et que tu conduis tout depuis chez toi, on considérera que le bureau, il est chez toi et que tu es un agent dépendant. C'est un peu plus bas dans ça. Ça a une importance. Et tu as la notion en droit français, quand on regarde, c'est la notion de siège de direction effectif. Ça, c'est la notion de droit français, mais on y reviendra après. Que tu payes ton impôt sur les sociétés, ton impôt sur les bénéfices à Maurice. Ça, c'est la première notion, la notion d'établissement stable. La deuxième... Et simple question. De là où tu tournes toutes tes vidéos sur YouTube, si on s'adresse directement à la personne, c'est une installation fixe d'affaires. Donc, ça permet d'imposer la société. Tu n'as pas un bureau en France, là où tu tournes tes vidéos, c'est une installation fixe d'affaires. Et si tu n'as pas de bureau indépendant, on considérera que ça sera de ton domicile que tu gères la société. Là, on est dans le raccourci façon Waze. Revenons. La deuxième notion, c'est la notion de substance économique. Alors, la notion de substance économique, il faut la comprendre. Il n'y a pas de définition spécifique, c'est un ensemble de critères. Le fait qu'il n'y ait pas de définition, à mon avis, ça permet des raccourcis assez faciles, même si tu cherches sur Internet. On va voir ce qui est dit. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas créer une société à l'étranger juste pour les impôts. Bien évidemment. Non, ça s'appelle l'abus de droit. Évidemment, notre but, ça va être de faire des économies d'impôts. Mais il va falloir qu'on argumente et des critères, j'en ai une quinzaine, une vingtaine, pour que tu aies ce qu'on appelle une réelle substance économique. Non, c'est pas des. Tu confonds abus de droit et critères de substance économique, c'est-à-dire les moyens mis en place. On va aller un peu plus loin parce que je pense que ça doit continuer. C'est-à-dire de pourquoi est-ce qu'on a créé ta société à Maurice. Donc, non, c'est pas pourquoi, c'est quels sont les moyens qui sont à l'île Maurice. C'est ça. Vraiment deux critères essentiels lorsqu'on va créer ta domestique compagnie à Maurice, c'est la notion d'établissement stable et la notion de substance économique. Je me suis également noté quelques petites notions, siège de direction, personnel, bureau, etc. Tout ça, on va le mettre en place. Et pourquoi est-ce qu'on va le mettre en place? On va le mettre en place pour que la convention fiscale entre Maurice et par exemple la France, si tu es résidence fiscale français, puisse s'appliquer et puis bien évidemment puisse nous protéger. Contrairement à ce qu'on pense, les conventions de non-double imposition, en tout cas les conventions fiscales, ne sont pas forcément là pour nous embêter, mais elles sont surtout là d'une pour réglementer la loi, en tout cas entre l'État français et l'État mauricien. Ils se sont mis d'accord, je te l'ai dit, la convention fiscale va avoir la primauté et surtout pour nous protéger et éviter la double imposition. Pour permettre la non-double imposition, donc pas pour fonder une imposition. La substance économique, pour faire simple, c'est avoir des moyens matériels. Ça peut être un directeur général, salarié, pas que tu payes 300 balles par an, hein. C'est-à-dire que tu payes le salaire normal d'un directeur. C'est d'avoir des employés, c'est d'avoir des bureaux à usage unique, pas une adresse où les sociétés sont, où de nombreuses sociétés sont domiciliées.
pas où il y a 36 sociétés. Ça a été notamment reproché à Caroline Receveur, qui était pourtant résidente anglaise, qui avait une société anglaise avec un agent dépendant en France, qui était le directeur financier qui a engagé la société. Et on le sort tout le temps, les adresses de domiciliation. Donc, c'est d'avoir un bureau à usage unique. Et d'ailleurs, le bureau à usage unique est rappelé dans ATAD 3 pour la directive des sociétés écrans, notamment concernant les sociétés holding, où on parle d'employés résidents local, quand on parle d'un directeur local et qu'on parle de bureau à usage unique. Ensuite, de le faire pour les impôts, cela relève de l'abus de droit, mais ça tombe bien, on va en parler. C'est-à-dire quoi, l'abus de droit? C'est que même si le montage est légal, on dirait qu'il n'est fait que pour avoir une économie d'impôt. Donc, abus de droit. Je ne sais pas quel argument tu peux avancer sur l'intérêt de créer une société. On le verra peut-être sur l'autre vidéo. Mais ici, il y a une énorme confusion entre deux notions, mais on reviendra dessus plus loin, car on a un justificatif de la notion de substance économique. Et honnêtement, j'ai dû me retenir de pas rire en direct lors d'un call avec la personne. Reprenons. De passer rapidement là-dessus. Sur la domestic company, tu vas avoir un impôt sur les sociétés à 15%, un impôt sur les bénéfices de ta société à 15%. Tu n'auras pas de TVA, donc on va raisonner en hors taxe, notamment en B2B, où là, on va avoir l'auto-liquidation de la TVA. Pourquoi? Parce que ça va être une prestation de service d'une société hors Union européenne qui va être faite sûrement en Europe ou dans le monde, selon là où sont tes clients. Tes dividendes vont être taxés à 5%. Pareil, j'en avais fait des vidéos. Ça, si tu es résident fiscal français. Si tu es résident fiscal mauricien, tu n'auras pas d'imposition sur tes dividendes. Si tu es résident fiscal français, tu auras une imposition sur tes dividendes à 5%. Pourquoi? Parce qu'on a un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. Ça, c'est dû à la convention fiscale. Je leur ai fait un rescrit en leur demandant sur cet abattement, en tout cas ce crédit d'impôt de 25%, s'il était juste sur la partie prélèvements sociaux ou juste sur la partie impôt sur le revenu ou sur les deux. Ils nous ont répondu, donc c'est sur les deux. Ce qui fait que tu vas payer un impôt sur les bénéfices à Maurice de 15%. Pas d'impôt sur les dividendes si tu es résident fiscal mauricien. Sinon, tu paierais ton impôt sur les dividendes là où tu es résident fiscal. Et dans le cas où tu es résident fiscal français, tes dividendes seront taxés qu'à 5% uniquement, ce qui te fait une taxation totale de 19%. Tu l'as compris, c'est pour ça que je te disais aujourd'hui, j'ai pas forcément trouvé mieux que les sociétés mauriciennes, notamment que la domestic company, en étant résident fiscal français. Petit aparté, j'oublie tout le temps de te dire sur la domestic company et même sur une autre structure, on pourra en parler un petit peu à la fin de la vidéo, sur la GBC company, on n'a pas d'imposition sur les plus-values. Si demain tu décides de vendre ton activité ou de vendre ta structure, on n'aura pas d'imposition sur la plus-value et on n'a pas d'imposition notamment sur ce qu'on appelle les capital gain tax. Les capital gain tax, c'est quoi? C'est si tu fais des plus-values, par exemple, si tu fais du trading, actions, crypto, obligations, ETF, toutes ces choses-là, tu n'auras pas d'imposition. Donc on l'a dit, la domestic company, ça nous permet d'avoir une taxation totale à 19% en étant résident fiscal français. Alors, ça fait rêver. Un impôt de 15%, donc tu économises 10 points d'impôt. En matière de TVA, partout, on parle en hors taxe. Hein. Si tu es en B2B, même en France, c'est ton client qui avance la TVA, pas toi. La notion d'établissement stable existe également en matière de TVA. Tu l'as oublié, celui-ci, il est différent que celui pour l'impôt. Je t'invite à le consulter. Si tu es résident fiscal français, actionnaire et que tu n'exploites pas la société, oui, tu pourras bénéficier de ça et on le verra ensuite. Et ce que je trouve relativement intéressant, c'est que pour le rescrit fiscal, tu en parles sur de nombreuses vidéos, mais tu ne le montres pas. Et pour autant, montrer des choses personnelles ne te dérange pas, mais ton rescrit, tu ne le montres pas. On pourrait peut-être se poser des questions. Quand je dis que tu montres tout, tu montres même ta carte d'identité sur LinkedIn, tu montres même tes avis d'imposition sur LinkedIn, mais tu ne montres pas le rescrit. On peut se poser cette question, peut-être que tu l'as oublié et que ton monteur ne l'a pas mis à l'image. En étant résident fiscal français, il y a une solution qui est meilleure en soi et qui est tout aussi légale que la solution que tu proposes, c'est de rien déclarer. Tu fraudes tout. Tu dis que tu gagnes 30 000 au lieu de 300 000, c'est juste un zéro dans tes déclarations. L'impôt sur les sociétés, voilà. Mais ça revient exactement au même. Hein. C'est aussi légal que ce que tu fais. Ça l'est même un peu moins légal parce que tu seras repris sur 270 000 euros dans l'exemple. Si tu fais 300 000 euros de bénéfices et que tu déclares 30 000, tandis que si tu fais 300 000 euros à l'île Maurice et que tu déclares rien à la France, tu auras un redressement de 300 000 euros. Donc, vu d'un côté, tu as une fraude de 170, de l'autre côté, tu as une fraude de 300.
Autant comparer ce qui est comparable. Concernant les capital gain tax, tu te sers de ta structure à l'île Maurice pour faire du trading, tu tombes dans ce qu'on appelle les NFE passives, puisque l'actif de ta société est composé de titres, et vu que généralement les solopreneurs n'ont pas grand-chose, et là, boum, c'est le 123 bis qui s'applique. Tu l'as oublié, celui-là aussi, ce qui entraîne une taxation totale des bénéfices de l'entreprise, comme si tu t'étais tout versé en dividendes. Et là, pas de convention fiscale. Revenons au contenu. Cinquième point, et l'auto-entreprise dans tout ça, elle va nous servir à quoi? Alors l'auto-entreprise, dans ce cas-là, elle va nous servir à avoir déjà une couverture sociale et deux, des cotisations retraite. On l'a dit, les gros problèmes de l'auto-entreprise, c'est qu'on va avoir des plafonds et surtout, on va pas pouvoir avoir de frais, de charges, d'amortissement. Alors que sur ta domestique, qui va tout encaisser, tu pourras avoir des frais, des charges et des amortissements. Donc l'auto-entreprise, elle va te servir à facturer ce que tu as besoin pour vivre. Dans ce cas précis non plus, tu n'auras pas de TVA. Pourquoi? Parce que ton auto-entreprise va faire une prestation de service à une société hors Union européenne, notamment ta société mauricienne. Donc tu n'auras pas de TVA. Pareil, je te l'ai dégrossi, tu vas payer 22% de cotisation sociale et tu vas payer bien évidemment un petit peu d'impôt sur le revenu, ce qui fait que tu auras une taxation totale à 25%. Donc si on reprend un petit peu le schéma d'optimisation, ta domestique va pouvoir te permettre d'avoir une taxation totale à 19% et ton auto-entreprise te fera, en arrondissant un petit peu avec l'impôt sur le revenu, une taxation totale à 25%. On n'aura pas de plafond, on va pouvoir avoir des frais, on va pouvoir avoir des charges, avoir des amortissements et on va avoir une couverture sociale et des cotisations retraite grâce à l'auto-entreprise. Et enfin, le bilan de ce modèle d'optimisation, parce que je sais que tu aimes les chiffres, vous êtes souvent nombreux à me demander des chiffres avec des exemples chiffrés, donc je t'ai pris l'exemple avec 100 000 euros. Si tu gagnes ou si tu encaisses 100 000 euros, admettons que tu encaisses tout avec ta domestique compagnie et que tu factures la moitié avec ton auto-entreprise, tu auras une taxation totale à 22%. Pourquoi? Tu as encaissé 100 000 euros, on l'a dit, sur ta domestique compagnie, tu en as la moitié, 50 000 qui vont être taxés à 19 et tu en auras l'autre moitié de ton auto-entreprise qui vont être taxés à 25. 25 plus 19, ça fait 44, divisé par 2, taxation totale à 22%. Donc quel est le gros avantage de ce modèle? C'est que tu vas garder le faible taux de cotisation sociale de l'auto-entreprise, tu n'auras que 22% de cotisation sociale, alors que si tu avais été en SARL, EURL, ta rémunération de gérance, tu aurais été taxé à 45%. Et si tu avais été en SAS, tu te versais du salaire, tu aurais été taxé à 86%. Donc, on garde le faible taux de cotisation sociale de l'auto-entreprise. Deuxième gros avantage, on peut faire des frais, on peut faire des charges, on peut avoir des amortissements pour ton activité. Troisième avantage, tu vas avoir une couverture sociale et des cotisations retraite. Tu n'auras plus de plafond. Donc, tout ça, ça nous permet d'avoir un modèle d'optimisation où tu vas être beaucoup moins taxé qu'en entreprise individuelle, qu'en SARL, qu'en SAS, etc. Et bien évidemment, tu pourras rester en France ou décider de t'expatrier ou de voyager en gardant la même structure. La seule petite subtilité qui va changer, c'est que tu paieras tes dividendes là où tu es résident fiscal, en tout cas si tu n'es plus résident fiscal français. Ce modèle d'optimisation que je t'ai présenté, c'est valable pour la domestique compagnie. Je pourrais te le faire également pour la GBC compagnie. Ça, c'est un modèle d'optimisation qui va être plutôt accessible sur des vraiment plus gros montants. Pour moi, ça vaut le coup à partir de 150, 200 000 euros de revenus. Et quel est l'avantage de la GBC? L'avantage de la GBC, cette fois-ci, c'est qu'au lieu d'avoir un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices à 15%, on va avoir un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices qu'à 3%. Donc si on fait le calcul, cette fois-ci, on va avoir une taxation totale à 8%. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que je te développe un petit peu ce modèle. En tout cas, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, je leur développerai dans le week-end. Mais si jamais tu veux que je te fasse une vidéo sur le comparatif domestique GBC ou si tu veux que je te présente un modèle d'optimisation ou ce même modèle d'optimisation avec la GBC. Voilà, c'est la balle, tout ça. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes de rappeler et qui nécessitent un peu de compréhension. Là, il a pris l'exemple de la société, la domestique, et si tu gagnes plus de 150 000, c'est la GBC. Le mec te dit, tu gagnes 100 000 euros, t'encaisses 100 000 euros, donc 100 000 euros de profit. Tu encaisses sur ta société mauricienne, mais tu es censé avoir de la substance pour bénéficier de l'impôt à 15%. Tu vas avoir des bureaux, tu vas avoir un directeur, tu vas avoir des employés. Ça vaut combien tout ça? Là, c'est zéro frais. Zéro tracas, zéro blabla. Enfin, zéro tracas, pas trop quoi. Les gens travaillent gratuitement à l'île Maurice. Je veux bien que cela soit une république bananière, mais tu te contredis toi-même dans tes chiffres. D'un côté, tu dis on va te mettre de la substance et tout, mais t'encaisses 100 000 et t'as 100 000 euros de bénéfices. Ah putain, c'est exceptionnel. Bon, la vidéo est terminée. On va passer à la deuxième vidéo. Qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier? Impossible à dire, mais les montages proposés
sont exactement pareils. Le discours est identique jusqu'à reprendre les mêmes termes en parlant d'activité décentralisée ou centralisée. Personnellement, c'est la première fois que j'entends. On parle encore du fameux rescrit, des 5% d'imposition et les prix quasi identiques. Je viens de signer un partenariat pour réduire tes impôts de 6 à 9 fois avant la fin de l'année. Le partenariat est exclusif. Un peu de FOMO. Tout est légal. Sur ma vie, c'est légal. Il s'agit juste de bouger votre entreprise à l'île Maurice. La prestation coûte en général plus de 5K, mais je vous ai négocié un deal à moins de 4K. Alors, ils te permettent de passer à quasiment peu d'impôts, mais ils ne facturent que 3000. Jusqu'au 25 novembre. Aujourd'hui, vous êtes taxé de 25 à 40%. Plus vous êtes donc taxé à 30, 15% sur votre entreprise et 5% sur vos revenus en France. Génial. Alors, cette personne, on m'a transféré son mail le 10 novembre et j'ai réservé un call. Et j'ai enregistré ce call. C'est exactement le même discours, donc on ne sait pas qui a copié qui. Au début, je pensais que c'était un affilié qui vendait la prestation de l'autre. On m'avait dit que la prestation de l'autre était à 3000 balles et que celui-là le vendait 3600. Donc je pensais, allez, 10 clients à 600 balles de marge, ça fait 6000 balles, ça va, c'est correct. Et on va regarder ça maintenant. On va cacher le mail. Alors, j'ai caché la partie, j'ai caché la partie droite. Il faut savoir que vu que le son paraît déformé au niveau de ma voix, c'est normal parce que je l'avais rendu un peu plus aigu et j'enregistrais en micro sur un enregistrement, donc ça faisait en simultané. La voix, il ne l'avait pas comme ça, hein, je vous rassure de suite. Regardons ça. Vous travaillez en ligne, c'est parfait, l'île Maurice est pour vous et écoutez les termes. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, notamment avec tous les entrepreneurs qui ont des activités décentralisées. D'accord ? Qu'est-ce que tu entends par entrepreneur à activité décentralisée ? Alors, on va rentrer dans le sujet. Quelle est ton activité aujourd'hui ? Donc, la même utilisation des termes, exactement identique, on reprend tous les termes. Ce qui est génial, c'est qu'on a un peu plus d'infos sur leurs solutions. Ok, donc tu connais cette base. Ouais. Ok, parfait. Le troisième niveau, ça va être ce qu'on appelle l'investissement de la trésorerie. D'accord ? Donc ça, c'est ce que quand ton comptable t'a parlé d'abus de droit, globalement, ça fait partie des choses que nous, on résout. L'abus de droit, il est contournable à partir du moment où tu mets en place un process pour changer notamment les statuts de ton entreprise. Tu changes l'ambition de ton entreprise. Si tu réinvestis ta trésorerie pour pouvoir te couvrir d'un point de vue patrimonial, pour pouvoir assurer une retraite dans quelques années, il y a beaucoup de choses qui changent et qui te font sortir du scope de l'abus de droit. Je suis désolé, hein, mais c'est... Après, c'est normal, peut-être que ça fait... Il faut garder un peu d'humour, mais c'est adorable et c'est croustillant, quand vous y connaissez un minimum, d'entendre ce genre de conneries. C'est merveilleux. En même temps, le discours, il est fait pour des personnes comme vous, pour des personnes qui n'y connaissent rien, et on va leur parler de statut, on va leur parler d'abus de droit, parce qu'ils l'ont peut-être entendu, mais les mecs ne savent même pas ce que c'est, on va changer les statuts de l'entreprise pour dire que ça va te couvrir contre la retraite. C'est monumental. Monsieur, j'ai fraudé, mais c'est pour assurer ma retraite. Hein. C'est pour assurer ma retraite. Promis, juré, craché. Donc, on va passer sur la présentation directement. Cela sera plus simple et voir comment il le présente. Mais en fait, c'est présenté exactement pareil. Quand je vous dis que j'ai cru que c'était un affilié qui revendait la solution de la première personne qu'on a vue, je le croyais vraiment. Un vrai sujet. Donc là, je te présente globalement l'île Maurice. Et pourquoi c'est intéressant d'investir à l'île Maurice. Donc, déjà, il y a 15%. Tout simplement d'imposition globalement sur la partie corporate. D'accord ? D'accord, donc l'impôt sur les C'est une sociétés. création. L'équivalent du Exactement, l'impôt sur les 28%, sociétés. du 25% chez nous, quoi. L'équivalent du 20%. Je vous assure, ma voix ne ressemblait pas à ça. C'est vraiment
En fait, l'éco sur l'éco. 25% si tu es en SaaS et si tu es à l'IS. Je sais pas quelle est ta Moi, société aujourd'hui. je suis en SASU, détenu par une holding en société civile. Et SASU à l'IS, donc 15% jusqu'à 38 000 ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est dur de faire semblant. Et 25% suivant. Ouais. Quoi. Ok, détenu par une holding. Ok, je me Ça fait professionnel, on prend des notes en même temps. permets de prendre en note ça, parce Ah oui. qu'ensuite, je vais te poser des questions sur ta situation. Donc, en gros, ce qui est intéressant avec l'île Maurice, c'est que tout est faisable à distance, tout est faisable en 3 semaines. Tu as 15% d'imposition sur l'impôt sur la société. Tu as une chose qui est intéressante, c'est que tu as tout simplement 0% d'imposition sur la plus-value, 0% d'imposition sur le capital gain. Ouais, plus-value ou capital gain, il faudra qu'on m'explique la différence, mais on reprend exactement les termes. On dirait que c'est le frère jumeau, quoi. Donc, c'est un modèle qui est très intéressant. Très, très intéressant. Il y a une convention fiscale qui s'applique. Tata, la fameuse convention. Je suis désolé, ça devient dur de réécouter toute cette merde une deuxième fois. Pour éviter la double imposition, tu as une limitation à 5% Tata, le fameux 5%. de tes revenus si tu es résident français. Est-ce qu'on a le rescrit? D'accord, donc on peut faire ça en restant résident fiscal français, on n'a pas besoin d'aller à l'île Maurice. Tu n'as pas besoin d'aller à l'île Maurice. Exactement. OK. Donc, c'est quelque chose qui est très facilement faisable. Moi, je le fais du coup avec des avocats de Maurice. C'est une solution qui est très intéressante. Je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur le tarif. Donc, aujourd'hui, le tarif, il est à 3 600 €. D'accord? Et il implique tous les frais de la première année. C'est-à-dire la création de ta compagnie à Maurice, l'ouverture d'un compte bancaire, l'accompagnement, l'incorporation de la société, le mandat de co-directeur pour 1 an, la domiciliation pour 1 an, la licence d'exploitation offerte la première année, les frais de renouvellement de gestion pour la première année et le paiement qui se ferait en 2 fois, donc avec 50% d'acompte en première instance et 50% le reste une fois que tout est fait. Ça prend 2 à 3 semaines. C'est aujourd'hui la meilleure solution que j'ai trouvée à l'étranger. Ah, putain, mais c'est vraiment une solution incroyable. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Ah, j'en pense que tu nous racontes vraiment de la merde. C'est intéressant. Et en coût annuel, Tout à fait. Le coût annuel, il est compris, la première année, c'est de 3 600 €. D'accord? Et pour les années suivantes? Pour les autres années, ça va être la même chose. Ça va être la même chose, d'accord. Donc là, Donc, vous savez, les 15 points de substance, les employés sur place, les bureaux individuels. Alors, 3 600 € par an, ça comprend la comptabilité, ça comprend le bureau sur place à usage unique, ça comprend des employés également, un directeur, un comptable. Putain, c'est vraiment pas cher. Hein. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est incroyable. Je savais pas. On a des gens qui sont à l'île Maurice. Donc, si la femme de ménage, elle est à combien à l'île Maurice? Celle qui te paye pour travailler, quoi. Parce qu'à 300 balles par mois, le directeur, plus le comptable, plus le bureau et tout, c'est si peu cher l'île Maurice. Putain, on doit pouvoir économiser là-bas. Revenons à une autre partie. Et sur la suite, c'est qu'est-ce que la France peut dire si on a une société à Maurice? alors, d'un point de vue, déjà la France peut pas envoyer le fisc à Maurice. Eh bien, ça, on va le voir. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si ton sujet, c'est d'avoir un facing, tu peux garder une petite entité en France. En gros, on lui demande qu'est-ce que peut dire le fisc français. Il répond oui, si tu veux facturer des grands comptes, tu vas faire une auto-entreprise ou faire une société en Angleterre. C'est
une incompétence à ce niveau-là, c'est assez incroyable. Mais d'un autre côté, je dis ça moi en sachant, n'hésitez pas à me le dire si ça vous impressionne ou si ça vous paraît fou dans les commentaires ou si vous seriez fait avoir sur ce discours. Et maintenant, on va parler substance économique et la justification de la substance économique. Attention, sortez les popcorn. Voilà. Et du coup, ça pose un peu plus de problèmes. Mais il y a les trucs de substance, tout ce qui va être substance, comment on fait pour... parce que tu parles on a parlé de l'abus de droit au début, ils peuvent pas dire que c'est un abus de droit, qu'il y a pas de... qu'on va jamais à l'île Maurice, qu'on n'a pas un billet d'avion pour l'île Maurice, et que... Alors... par curiosité, comme je t'ai dit, moi j'y connais rien. Tout à fait. Donc là, les substances économiques, il faut travailler sur la substance économique et du coup, on retouche un petit peu avec le sujet de l'investissement de ta trésorerie. Là, écoutez bien et dites-moi sincèrement si ça vous paraît, si un mec vous dit ça, même si vous n'y connaissez rien, votre avis m'intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui te permet en fait de construire une mise à l'échelle de ton entreprise. Alors, tu me dis si j'utilise des mots qui sont insensés, pas compréhensibles, d'accord? Non, c'est le raisonnement qui est insensé et pas compréhensible. Oui, non, mais pour l'instant, ça va parfaitement. C'est beaucoup plus agréable qu'un avocat. Ok, alors je vais juste te montrer quelque chose. La substance de l'entreprise, en fait, c'est les avocats et les comptables la qualifient par rapport à un point de vue légal. En réalité, ils prennent en compte aussi la partie business. La partie business. Serge, le business est sérieux. D'accord? D'accord. Quand tu utilises ta trésorerie pour aller investir en diversifié et que tu expliques que dans tes statuts, dans les statuts de ton entreprise, que cet investissement est fait pour aller te couvrir d'un point de vue patrimonial, d'aller couvrir ta retraite et aussi dans un temps de pouvoir mettre à l'échelle ton entreprise, c'est-à-dire la développer et faire en sorte qu'elle se développe et qu'elle ne soit plus dépendante de ta propre énergie. Parce que là, donc c'est-à-dire que tu prends ta trésorerie de business. Serge, le business est sérieux. Désolé, mais j'essaie de comprendre en réécoutant ce qu'il essaye de dire, quoi. Tu vas l'investir en diversifié. On va dire, tu vas faire de l'immobilier, tu vas faire du collectible, tu vas faire un peu d'actions, tu vas faire des machines, ça peut être des distributeurs automatiques. On passe de la retraite au distributeur de capotes, c'est incroyable. Ça peut être du minage de Bitcoin. Ah ouais, la totale. Ça va générer ce qu'on appelle des revenus passifs. D'accord? D'accord. Le revenu passif, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas aller voir à la banque... on parlait de substance économique. Là, il me parle d'aller voir un financement avec les revenus du distributeur automatique de capote que j'aurais réinvesti au travers pour constituer une retraite, pour échapper à l'abus de droit et justifier d'une substance économique. Pour faire un emprunt, la banque pourra prendre un collatéral, c'est-à-dire une garantie sur ses revenus passifs. Elle va me prendre en réserve de propriété les boîtes de Durex que je vends dans mon distributeur. D'accord? D'accord. Et donc, ça va pouvoir te permettre d'aller lever de la dette que tu vas pouvoir réinjecter dans ton entreprise. D'accord? Si on t'empêche de faire ça... Ah, peut-être qu'il y a la solution. Peut-être que la solution est là. On t'empêche de faire grossir ton activité. Donc, par essence, quand ton entreprise grossit, quand tu mets à l'échelle ton activité, ça veut dire que demain, par exemple, tu vas faire de la formation dans ton domaine. J'étais développeur, je sais pas, développeur front-end ou un truc comme ça avec un TJM Azure. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. J'avais pris le dernier coaching que j'avais eu et j'avais repris son activité dans les mails. Tu vas faire des SaaS. Ah oui, la totale. Et je vais monter une agence OnlyFans. Et tu vas faire travailler des gens. Ah. D'accord? Voilà, donc la substance économique, c'est on y revient. Pas que d'un point de vue légal, c'est d'un point de vue d'ambition de business. Le business est sérieux, Serge. Aussi. D'accord.
Et on met donc en gros. Il faut se dire que là, je me retiens énormément de rigoler. Pour l'île Maurice, je dis que c'est pour préserver ma retraite et capitaliser. Exactement. En fait, Donc voilà, grosso modo, tu mets leur solution. Si le fisc vient te voir, tu fais Joker. Là, c'est pas le 50-50, c'est pas l'avis du public. C'est je constitue mon entreprise et donc je réinvestis dans des distributeurs de capotes pour préserver ma retraite. J'ai donc une substance économique et vos impôts m'empêchent d'acheter mon premier distributeur de capotes. Oh, putain, l'idée, c'est de pouvoir faciliter Il fallait y notamment penser à ça. des... Pardon? C'est ingénieux, il fallait y penser. Mais c'est Même lui, ça l'étonne que je lui dise. ingénieux, il fallait y penser. En fait, si jamais... en fait, je vais repartir un petit peu du début. C'est ce qu'on appelle un solopreneur, d'accord? Moi, je suis un solopreneur. Mon père est un solopreneur. Ah, mais le papa, mon fils sera un solopreneur, un peu de marketing. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui n'avons pas de salariés, d'accord? Donc, nous sommes une vraie vache à lait pour l'État. Ah oui, Puisqu'en fait, l'impôt est calculé sur nos bénéfices qui restent Et même pour les entrepreneurs qui ont des employés, ils payent l'impôt sur le bénéfice. dans l'entreprise, d'accord? Mais, par essence, nous sommes les entrepreneurs les plus fragiles. Oh, tu es fragile. C'est-à-dire que demain, tu vas avoir, bon, tu l'as déjà fait, tu as été à ta banque. Ta banque, elle va pas miser sur toi parce que t'as pas 3 ans, elle va t'expliquer que t'as pas 3 ans d'exercice et ça, mais la vérité, La vérité. Ah putain, le voisin va me prendre pour un malade. Ah, je pars en live complet. c'est que tu te pètes les mains demain, tu te fais renverser par une bagnole et tu as une commotion cérébrale, tu n'es plus capable de gérer ton entreprise. Donc, en fait, si tu fraudes les impôts, tu dis que c'est pour te protéger au cas où tu as une voiture qui te renverse. Bon, on va rentrer un peu dans du sérieux. Wilfried, tu fais quoi mercredi soir prochain, quoi? La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. On va parler de la réalité dans cette deuxième partie. Je vais vous expliquer que ça soit au niveau des conventions fiscales. On va parler réalisme un peu et réalité. On va utiliser des éléments concrets. La première personne nous avait fait cette invitation dans un post. Est-ce immoral de délocaliser le siège de son entreprise pour payer moins d'impôts? Je reçois des messages en me disant que ce que je propose est anormal. J'arrêtais les débats de droit. Je réponds tout simplement, donnez-moi vos articles, vos textes de loi. C'est ce qu'on va faire immédiatement. Alors, la convention fiscale, on va commencer parce que beaucoup de choses sont dites sur la convention fiscale. Sur la convention fiscale, c'est le principal argumentaire. Comme ce qui a été dit, les traités ont une force supérieure aux lois. C'est l'article 55 de la Constitution française. On ne va pas faire un cours de constitutionnel, mais de sorte que toutes les impositions qui sont prévues par le droit interne doivent s'y conformer. C'est-à-dire que s'il y a une imposition en France, la Convention ne doit pas empêcher cette imposition. Toutefois, comme je l'ai dit, il y a un caractère subsidiaire. Ça impose quoi? Ça impose que la Convention fiscale internationale ne serve pas de base autonome à l'imposition. Ce n'est pas un texte de droit, c'est un traité pour régir le droit d'imposer entre les deux États. De mémoire, et j'invite les personnes qui ont suivi, c'est l'arrêt Schneider Electric du Conseil d'État, c'était une plénière de mémoire, en 2002, donc ça remonte. En France, c'est donc le principe de subsidiarité de la Convention fiscale qui prévaut. On regarde d'abord la législation française et on regarde ensuite la Convention fiscale pour voir s'il y a quelque chose qui s'y oppose. On va regarder ce document qui est un avis du Conseil d'État, le Conseil d'État étant la juridiction administrative la plus élevée en France, un avis numéro 382-545 du 31 mars 2009. Ça fait un peu vieux, on va aller directement à la page 9 et on va lire le dernier chapitre. Cet avis concerne en fait, est-ce qu'on peut appliquer à une convention fiscale la loi nationale française sur l'abus de droit qui est prévue au L64 du livre des procédures fiscales. Et il est dit par le Conseil d'État, il lui appartient alors, si elle entend refuser le bénéfice de l'application des stipulations de conventions internationales conclues par la France relatives à l'imputation du crédit étranger aux résidents français impliqués dans tel montage, donc on parle bien de la personne
qui va bénéficier son crédit d'impôt pour être à 5% d'impôt, doit être fait sous le contrôle du juge fiscal qui s'exercera, le cas échéant, à partir de l'ensemble des pièces produites devant lui, que le montage en cause repose sur des actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes, est à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le résident français en cause, si ces actes n'avaient pas été passés, aurait normalement supporté eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, pour faire simple, ce n'est pas parce que la convention fiscale prévoit un crédit d'impôt sur ce revenu, le fameux 5% sur lequel est fait tout l'argumentaire. Vous avez vu, les deux parlent des conventions fiscales et insistent vraiment sur les conventions fiscales. Tu peux totalement remettre une convention fiscale, tu peux la remettre en cause. Également, et là je vais passer sur l'iPad pour te l'expliquer, ça concerne de l'immobilier, comment il y avait une technique pour ne payer aucune plus-value en France sur ces biens immobiliers. On va parler d'un montage qui a été très longtemps connu, et on va parler d'un arrêt du 25 octobre 2017 où le Conseil d'État, qui, je le rappelle, même si je ne veux pas faire du droit constitutionnel, et la Cour administrative suprême, elle a eu à connaître le montage d'un contribuable qui exploitait la convention franco-luxembourgeoise afin de s'exonérer de l'imposition sur les plus-values immobilières. Le Conseil d'État, pour faire simple, on avait un Français, on va le mettre ici, on va l'appeler Monsieur X. Au lieu d'acheter directement l'immeuble en France, en fait, il a créé une société de droit luxembourgeois qui, elle, a acheté l'immeuble. Et dans la convention fiscale luxembourgeoise, et ça, il n'y avait aucune plus-value immobilière. Et le Conseil d'État avait jugé que l'interposition d'une société luxembourgeoise à dessein d'éliminer l'imposition de la plus-value en France constitue un abus de droit au sens de l'article L64B du livre des procédures fiscales, et il se fonde sur la fraude à la loi en raison du caractère exclusivement fiscal du montage. Ça va être exactement pareil si tu as une société à l'île Maurice lorsque tu vas recevoir le dividende. Ce dernier point se fonde sur la fraude à la loi, comme je l'ai dit, pour des raisons du caractère exclusivement fiscal, ainsi que les objectifs de la Convention. Et ça, c'est très important. Ce dernier point est intéressant car, en ce qui est l'objectif textuel de la Convention, est seulement de répartir le pouvoir d'imposition entre la France et le Luxembourg ou entre la France et l'île Maurice. Mais celle-ci ne fait pas mention explicitement de la fraude à la loi. Il n'y a pas d'article d'abus de droit dans la Convention. Et le Conseil d'État a jugé que la condition était satisfaite et que les États parties, et je cite, à la Convention franco-luxembourgeoise, ne sauraient être regardés comme ayant entendu pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer des stipulations à des situations procédant de montage artificiel dépourvu de toute substance économique. Comme on rappelle, la substance économique de ta société à l'île Maurice, où tu n'auras aucun client, aucun avantage, mais on va y revenir dessus. Dès lors que le montage a un but exclusivement fiscal, alors l'administration pourra empêcher le contribuable de se prévaloir des dispositions de la Convention fiscale internationale, puisque l'objectif des rédacteurs d'une convention est forcément d'imposer un tel montage selon le Conseil d'État. Donc, retiens que même si le montage était légal, on pourrait te refuser les 5% d'imposition au prétexte, et je dis bien au prétexte, que ça a été fait uniquement dans ce but. Et soyons clairs une bonne fois pour toutes, quel est l'intérêt de créer une société à l'île Maurice que tu vas payer 3600 balles, où tu vas avoir des frais bancaires qui vont être beaucoup plus importants, où tu vas même pas avoir Stripe, donc c'est sur Internet, où tu vas même, des clients vont refuser de signer avec ta société à l'île Maurice parce que c'est pas pratique, c'est beaucoup plus complexe pour l'immatriculation à la TVA. Et je te dis, la justificative de dire ouais, ça fait bien sur le papier et dans des dîners en ville, ce n'est pas une raison fiscale. Après avoir parlé de ça, j'ai envie de parler d'une autre question, c'est la notion d'établissement stable. Et on va rappeler le challenge qui avait été fait. Donc ça, déjà, on est sur la convention fiscale. On revient sur le challenge. Donnez-moi vos articles, donnez-moi vos textes de loi. Il n'est pas prévu
qu'on donne de la jurisprudence, mais la jurisprudence est une source de droit. Nous allons nous intéresser à une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 25 février 2016. Alors, pour ceux qui veulent la retrouver, vous avez la référence en haut. Elle est accessible au travers d'un outil payant qui s'appelle la base Lextenso, qui coûte plusieurs centaines d'euros par mois. Pourquoi j'ai pris cette décision? J'ai pris la situation la plus favorable. On rappelle que la jurisprudence est une source de droit. Une jurisprudence, c'est tout simplement une décision de justice sur laquelle on peut se référer, soit pour argumenter, soit pour se défendre. Et j'ai pris celle d'un contribuable français qui avait une société à l'île Maurice et qui en plus se rendait souvent à l'île Maurice, ce qui ne sera jamais ton cas, et qui avait une société faisant des opérations immobilières à l'île Maurice. Donc le fait d'avoir une société à l'île Maurice et l'opérer également dans l'océan Indien, donc c'est une raison claire d'avoir une société à l'île Maurice. On va se concentrer sur le considérant 1. Alors ça va être le point 1. Où tout est rappelé. Considérant que la société Mascarene Consulting Limited, société de droit mauricien, exerce une activité de consultant en implantation hôtelière, activité peut-être décentralisée ou centralisée, là je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'établissement situé en France, regardé par l'administration fiscale comme un établissement stable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009. On rappelle la décision de justice, nous sommes en 2016, donc 7 ans après, que les redressements lui ont été notifiés par voie de taxation d'office le 30 novembre 2010, que la société interjette appel du jugement du 6 mai 2014, par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de cotisation d'impôt sur la société auquel elle était assujettie au titre des exercices clos de 2007, 2008, 2009 et des pénalités pour activité occulte. Alors, on est dans une société qui est implantée là-bas, qui conduit des opérations dans l'océan Indien et à l'île Maurice dans le domaine hôtelier. On avait fait une vidéo où je parlais de la taxation de la société d'une société offshore, c'est-à-dire une taxation d'une société établie à l'étranger, qu'elle soit en Irlande, qu'elle soit en Grande-Bretagne, qu'elle soit en Estonie, ou qu'elle soit en Andorre ou à Dubaï ou dans n'importe quel pays. Les règles sont partout les mêmes. J'avais parlé que si vous ne le déclarez pas, c'est une taxation d'office. La taxation d'office, c'est en fait, ils vous mettent le maximum et c'est à vous de réduire ensuite le montant des impôts. C'est pas fait pour vous faire des cadeaux, ils ne sont pas là pour se faire chier. Si vous faites 300 000 euros de chiffre d'affaires et que vous faites 100 000 euros de bénéfices, ils vont vous dire, vous avez fait 300 000 euros de bénéfices, montrez-nous que vous avez fait 100 000 euros de bénéfices. Ce qui est un peu chiant quand tu es un peu léger sur la comptabilité. Mais on reviendra sur cette vidéo ensuite. Alors, je sais, c'est chiant, c'est lourd, mais on voit la logique, en fait, quand on disait l'application subsidiaire de la convention fiscale. On regarde d'abord la notion fiscale en France. Donc, on le voit, considérant qu'au terme... Merde. Excusez-moi. On va mettre la règle pour le... considérant qu'au terme de... Ce serait bien qu'il soit plus petit... Considérant au terme du Code général des impôts 209, sous réserve des dispositions, le bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés est déterminé d'après les règles fixées, ça on s'en branle, et en tenant en compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France et ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention de double imposition. Et qu'au terme de l'article 5 de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 destinée à éviter les doubles impositions, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. L'expression comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, nonobstant les dispositions 1 et 2. Lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant le statut d'indépendant, qu'elle s'applique l'article 7, agit pour le compte de l'entreprise et dispose dans un état de pouvoir qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise. Si tu es le seul propriétaire de l'entreprise, c'est toi qui as ces contrats. Cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet état pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise. Vu que c'est toi qui fais tout et que tu es solopreneur, ça ne va pas être difficile de dire quelle partie doit être taxée. Considérant, on prend le considérant 4, considérant qui résulte de l'instruction que la société Mascarene Consulting a été créée
le 12 septembre en vue d'exercer des activités de consultant en implantation hôtelière dans l'océan Indien, que le siège social de la société est fixé cardinaux et que le capital social initialement détenu par M. MF demeurant est domicilié, que M. MD, associé, l'unique associé de la société, occupe les fonctions de directeur et représente la société à l'égard des tiers, comme toi quand tu vas créer ta société à l'île Maurice, qui contrôle la trésorerie de la société et détient les documents confidentiels à son domicile et dispose de 2 comptes bancaires à l'île Maurice sur lesquels il passe des ordres depuis la France. Ça, c'est pas difficile. Prends pas un VPN, ça sert à rien. Les mecs verront que si tu as des opérations, tu n'as pas pris l'avion pour aller les passer. Et rappelez-vous, même dans la définition que la personne avait faite, rappelez ce qui est dit. L'accompagnement, une directrice locale et une représentante légale mauricienne de votre société sans détention de part ni accès au compte bancaire. Donc, si elle n'a pas accès au compte bancaire, qui c'est qui a accès au compte bancaire ? C'est vous. On revient exactement à ce qui est dit. Que la société Mascareign Consulting est dirigée par MD, qu'il exerce cette fonction de direction à son domicile et dans les locaux de son activité professionnelle, même s'il se rend régulièrement à l'île Maurice, ce qui ne sera pas le cas, que si la société Mascareign Consulting soutient que ces opérations immobilières qui nécessitent des démarches de négociation et de recherche de terrain et de financement ne pouvaient se dérouler que sur le lieu d'implantation des ensembles immobiliers, qui était visiblement à l'île Maurice, il résulte de l'instruction et notamment des informations communiquées par les autorités mauriciennes dans le cadre de l'assistance administrative que la société ne disposait pas de locaux ou de matériel humain à l'île Maurice et qu'elle n'a pas acquitté l'income tax. C'est le revenu, l'income tax, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, il vérifie si tu payes l'impôt des salariés, si tu as des salariés en vigueur dans cet État, que l'adresse dont la société Mascareign Consulting dispose à l'île Maurice constitue une simple adresse de domiciliation, que de plus, il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la société, les opérations effectuées par M. MD ne constitueraient que de simples opérations préparatoires à la réalisation d'opérations de prospection qui ne pourraient être développées que depuis l'île Maurice, qui résulte de l'ensemble de ces éléments, que le lieu d'exploitation, et ça c'est au sens de l'article 209 du Code général d'impôts, doit être regardé comme se situant en France, à Châteauneuf-le-Rouge, là où il a son domicile. Ce sera exactement pareil pour toi, et que la société disposait en France d'une installation fixe d'affaires caractérisant un établissement stable au sens de l'article 5 de la Convention franco-mauricienne, ce qui justifie qu'elle soit assujettie à l'impôt sur les sociétés en France. Donc pas le 15%, le 25%. Et également, c'est important, on va le mettre ici, article 209, les bénéfices passibles des impôts sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées à 34 à 45, c'est-à-dire ça sera défini comme l'impôt français. Donc, tu ne bénéficieras pas de pouvoir passer beaucoup plus de charges. Ça sera exactement comme si tu avais une société française. Donc, c'est assez important. Boum, imposition des bénéfices en France de l'ensemble de ta société mauricienne. C'est vraiment utile. J'avais parlé, comme je le dis, n'hésite pas à la vérifier, à la regarder. Cette vidéo où créer sa société offshore, je t'explique comment cela se passe, l'activité occulte que j'évoque dans la vidéo, imposant le retour en arrière sur 10 ans et imposant 80% de pénalité sur le chiffre d'affaires. J'en avais parlé dans cette vidéo. On voit ici le considérant 10 à 12, qui est un peu plus loin, sur l'application des majorations pour activité occulte. Comme ça, au moins, tu auras tout. C'est un jugement sur l'application pour activité occulte, considérant qu'au terme de l'article 1728 du Code général des impôts, le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration ou acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de l'impôt entraîne l'application sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée d'une majoration de 80% auquel la découverte d'une activité occulte. Voyons ce qui est dit ensuite. Considérant que pour l'interprétation de la notion d'activité occulte, il convient de se référer à la définition qui en est donnée à l'article L169 du livre des procédures fiscales comme désignant la situation du contribuable qui n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations prévues par la loi et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités d'entreprise ou au greffe du tribunal de commerce et qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle.
Considérant ainsi qu'il a été dit notamment au point 4 et 5 que la société Mascareign Consulting n'a pas procédé à aucune déclaration en France, alors qu'elle y disposait d'un établissement stable, qu'elle ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que la preuve de l'exercice d'une activité occulte devait être regardée comme apportée par l'administration fiscale et rejette l'argumentation de la société relative à l'application des majorations. Donc elle s'est tapé l'impôt qu'elle devait payer en France 25%, peut-être même plus, à travers la procédure de taxation d'office. Et en plus, elle se tape 80% de pénalité. Donc 25% plus 80%, tu payes quasiment le double. Ça fait du bien, ça fait 45% d'impôt. Que le juge décide la requête est rejetée. Le présent sera notifié à Mascareign Consulting et au ministre des Finances des Comptes Publics, à la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest, délibéré après audience à laquelle siégeait. Et voilà. Donc, grosso modo, retiens que tu ne pourras pas bénéficier à la fois des 5%, à la fois des 15%. On t'a tout prouvé par de la jurisprudence, par de l'article, par des jugements de situation beaucoup plus favorables. Parce que là, on était en présence d'une personne qui se rendait régulièrement à l'île Maurice, qui conduisait des opérations à l'île Maurice d'implantation hôtelière, des négociations immobilières, chose que tu ne fais pas. Toi, tu crées une société à l'île Maurice que pour les impôts. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu permettre de répondre au challenge clair, net et précis. Donnez-moi vos articles, vos textes de loi et jurisprudence également. Tu es clairement dans une situation moins favorable que celle-ci et tu te feras redresser exactement de la même manière et ça fera excessivement mal. Pour que tu me donnes une idée, comme je l'ai dit au début, tu as une pénalité de 80% sur ton chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement, imagine que si tu as fait 100 000 de bénéfices, comme il est dit, en année 1, 100 000 en année 2, 300 000 en année 3, tu vois, et là, on est remonté 10 ans en arrière, c'est-à-dire qu'ils peuvent te tomber, ils sont tombés 7 ans ensuite. Là, tu dois 25 000 d'impôts en France. Là, tu dois 25 000 d'impôts en France. Et là, tu dois 75 000 en France. Donc, on viendra te voir et on te dira, il faut injecter 125 000 € d'impôts sur les sociétés. Mais n'oubliez pas, il y a une pénalité de plus de 80%. 80% de 125 000, ça doit faire quasiment 100 000. Ça fait exactement 100 000. Tu vas payer. Et on va le mettre en gros. 225 000 € d'impôts. Donc, tu vas jeter 100 000 €. Ensuite, tu devras également, et ça, il faut en avoir conscience, parce que entre-temps, tu auras payé des impôts à l'île Maurice. Tu auras payé 15 000 ici, 15 000 ici et 45 000 ici. Donc, en gros, 75 000 € d'impôts. Tu devras te démerder pour récupérer, aller voir à l'île Maurice, une république bananière, pour leur demander le remboursement des 75 000 € d'impôts que tu leur as payés et que tu n'aurais pas dû leur payer. Donc, tu arrives quasiment à 300 000 le temps de te faire rembourser les impôts. 300 000 sur 500 000 € de bénéfices, j'appelle ça de l'intelligence économique. Et ça, c'est les peines fiscales. Vous n'avez pas déclaré vos revenus dans le délai, c'est sur l'impôt sur les sociétés. Donc, ça a une importance. Mais il y a également, au-delà de la peine fiscale, il y a également la peine pénale qui prévoit que si l'administration fiscale détecte une fraude, elle peut engager des poursuites pénales après avis de la commission de l'infraction fiscale. Le transfert est fait automatiquement dès que le redressement est supérieur à 100 000 € et que des pénalités de 80% sont appliquées, ce qui est on remplit cette condition ici. C'est 500 000 € d'amende en plus 5 ans d'emprisonnement. Bon, ça, c'est la situation ordinaire. Les sanctions, elles sont aggravées si les faits sont commis en bande organisée. Même si tu as été conseillé, ce n'est pas encore une bande organisée. Mais si tu as ouvert des comptes, souscription de contrat auprès d'organismes établis à l'étranger, tu as bien ouvert des comptes bancaires à l'étranger auprès de la banque mauricienne, tu as bien mis
un établissement écran établi à l'étranger, c'est ta société à l'île Maurice, là tu passes à 3 millions d'euros d'amende, 7 ans d'emprisonnement. Donc, maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. J'espère que cette vidéo sera d'utilité publique. J'espère qu'elle pourra faire comprendre. Également, il est nécessaire de rappeler que les personnes présentant cette opportunité, et soyons clairs dessus, ce ne sont pas des escrocs, c'est juste des incompétents. L'incompétence n'est pas criminelle, mais par contre, la négligence l'est. Le fait de continuer à proposer ça après avoir commenté ça, là, on sera dans la négligence et ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Sont-ils convaincus de ce qu'ils disent et de leur... est-ce qu'ils sont inconscients de leur propre incompétence, ce qu'on appelle le syndrome Dunning-Kruger, un excès de confiance? C'est possible, mais je pense que j'ai suffisamment argumenté tous les points pour qu'ils comprennent qu'ils ont été approximatifs, qu'ils n'avaient pas tout vu, et on a vu leur imprécision au long des 2 vidéos, et techniquement, ils devraient retirer leur offre et ensuite leur vidéo. S'ils ne le font pas, tu auras la réponse à ça. PS, un petit PS, c'est important, comme dans les mails. La personne citée en premier me suit, est abonnée à la chaîne. J'avais fait un post sur LinkedIn en mai. Il m'avait envoyé un WhatsApp 2-3 jours après en me disant « Attention aux arguments que tu avances ». Je ne vais pas sortir le WhatsApp. J'avais fait une précédente fiscaloscopie, c'est la numéro 7 sur la chaîne, sur LLC et Panama, et j'avais parlé d'agent dépendant. Dans sa dernière vidéo, il parle d'agent dépendant sur la LLC. Mais la notion d'agent dépendant sur une LLC, il n'est pas question des établissements stables. C'est quelque chose de différent sur les LLC. Donc, je sais très bien qui regardera ce contenu. Je te salue au passage. Et comme je l'ai dit initialement, nul besoin de me remercier. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai, et que frauder n'est pas une optimisation légale. Et c'est pas parce qu'on vous dit que c'est légal que cela l'est, réellement. N'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à poser les bonnes questions, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, dans le Discord, dans le Telegram, et on se retrouve dans une prochaine fiscaloscopie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao, ciao.